La mutation de l'analyse du discours en une analytique de la finitude a cependant une autre conséquence. La théorie classique du signe et du mot devait montrer comment les représentations qui se suivaient en une chaîne si étroite et si serrée que les distinctions n'y apparaissaient pas et qu'elles étaient en somme toute pareilles, pouvaient s'étaler en un tableau permettant de différences stables et d'identités limitées. Il s'agissait d'une genèse de la différence à partir de la monotonie secrètement variée du pareil. L'analytique de la finitude a un rôle exactement inverse. En montrant que l'homme est déterminé, il s'agit pour elle de manifester que le fondement de ces déterminations, c'est l'être même de l'homme en ses limites radicales. Elle doit manifester aussi que les contenus de l'expérience sont déjà leurs propres conditions, que la pensée hante par avance l'impensé qui leur échappe et qu'elle est toujours en tâche de ressaisir. Elle montre comment cette origine dont l'homme n'est jamais le contemporain, lui est à la fois retiré et donné sur le mode de l'imminence. Bref, il s'agit toujours pour elle de montrer comment l'autre, le lointain est aussi bien le plus proche et le même est ainsi passé d'une réflexion sur l'ordre des différences. Avec l'analyse qu'elle suppose et cette ontologie du continu, cette exigence d'un être plein, sans rupture, déployée en sa perfection, qui supposant une métaphysique, à une pensée du même, toujours à conquérir sur son contradictoire, ce qui implique, outre l'éthique dont on a parlé, une dialectique et cette forme d'ontologie qui, pour n'avoir pas besoin du continu, pour n'avoir à réfléchir l'être que dans ses formes limitées ou dans l'éloignement de sa distance, peut et doit se passer de métaphysique. Un jeu dialectique et une ontologie sans métaphysique s'appelant et se répandant l'une l'autre à travers la pensée moderne et tout au long de son histoire, car elle est une pensée qui ne va plus vers la formation jamais achevée de la différence, mais vers le dévoilement toujours accomplir d'eux-mêmes. Or, un tel dévoilement ne va pas sans
l'apparition simultanée du double. Et cet écart, infime mais invincible, qui réside dans le et du recul et du retour de la pensée et de l'impensé, de l'empirique et du transcendantal, de ce qui est de l'ordre de la positivité et de ce qui est de l'ordre des fondements. L'identité séparée d'elle-même dans une distance qui lui est, en un sens intérieur, mais en une autre la constitue. La répétition qui donne l'identique mais dans la forme de l'éloignement sont sans doute au corps de cette pensée moderne à laquelle on prête activement la découverte du temps. En fait, si on regarde avec un peu plus d'attention, on s'aperçoit que la pensée classique rapportait la possibilité de spatialiser les choses en un tableau. À cette propriété de la pure succession représentative de se rappeler à partir de soi, de se redoubler et de constituer une simultanéité à partir d'un temps continu. Le temps fondait l'espace. Dans la pensée moderne, ce qui se révèle au fondement de l'histoire des choses et de l'historicité propre à l'homme. C'est la distance creusant le même. C'est l'écart qui le disperse et le rassemble au deux bouts de lui-même. C'est cette profonde spécialité qui permet à la pensée moderne de penser toujours le temps, de le connaître comme succession, de se le promettre comme achèvement, origine ou retour. Part 8. Le sommeil anthropologique. L'anthropologie, comme analytique de l'homme à eux, occupe seul un rôle constituant dans la pensée moderne, puisque pour une bonne part, encore nous n'en sommes pas détachés. Elle était devenue nécessaire à partir du moment où la représentation avait perdu le pouvoir de déterminer à elle seule et dans un mouvement unique le jeu de ses synthèses et de ses analyses. Il fallait que les synthèses empiriques fussent assurées alors que dans la souveraineté du « je pense ». Elles devaient être requises là où précisément cette souveraineté trouve sa limite, c'est-à-dire dans la finitude de l'homme, finitude qui est aussi bien celle de la conscience que celle de l'individu vivant.
parlant, travaillant. C'est là. Kant l'avait déjà formulé dans la logique lorsqu'il avait ajouté à sa trilogie traditionnelle une ultime interrogation. Les trois questions critiques. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Se trouvant alors rapporté à une quatrième et mise en quelque sorte à son compte. Was ist der Mensch? Cette question, on l'a vu, parcourt la pensée depuis le début du XIXe siècle. C'est qu'elle opère en sous-main et par avance. La confusion de l'empirique et du transcendantal dont Kant avait pourtant montré le partage. Par elle, une réflexion de niveau mixte s'est constituée qui caractérise la philosophie moderne. Le souci qu'elle a de l'homme et qu'elle revendique non seulement dans ses discours mais dans son pathos. Le soin avec lequel elle tente de la définir comme être vivant, individu au travail ou sujet parlant, n'y signalant que pour les belles âmes l'année enfin revenue d'un règne humain. En fait, il s'agit, et c'est plus prosaïque et c'est moins moral, d'un redoublement empirico-critique par laquelle on essaye de faire valoir l'homme de la nature, de l'échange ou du discours comme le fondement de sa propre finitude. On se plie. La fonction transcendantale vient recouvrir de son réseau impérieux l'espace inerte et gris de l'empiricité. Inversement, les contenus empiriques s'animant, se redressant peu à peu, se mettant debout de son subsumé aussitôt dans un discours qui porte au loin leur présomption transcendantale. Et voilà qu'on se plie, la philosophie s'est endormie d'un sommeil nouveau. Non plus celui du dogmatisme, mais celui de l'anthropologie. Toute connaissance empirique, pourvu qu'elle concerne l'homme, vaut comme champ philosophique possible, où doit se découvrir le fondement de la connaissance, la définition de ses limites et finalement la vérité de toute vérité, la configuration anthropologique de la philosophie moderne consiste à dédoubler le dogmatisme, à le répartir à deux niveaux différents qui, s'appuyant l'un sur l'autre et se bornant l'un par l'autre. L'analyse précritique de ce qu'est l'homme en son essence
déviant l'analytique de tout ce qui peut se donner en général à l'expérience de l'homme. Pour révéler la pensée d'un tel sommet si profonde qu'elle l'éprouve paradoxalement comme vigilance. Tant elle confonde la circularité d'un dogmatisme, se dédoublant pour trouver en lui-même son propre appui avec l'agilité et l'inquiétude d'une pensée radicalement philosophique. Pour la rappeler à ses possibilités les plus matinales, il n'y a pas d'autre moyen que de détruire jusqu'en ses fondements le quadrilatère anthropologique. On sait bien, en tout cas, que tous les efforts pour penser à nouveau sont prenant précisément à lui. Soit qu'il s'agisse de traverser le champ anthropologique et s'arrachant à lui à partir de ce qu'il énonce, de retrouver une ontologie purifiée ou une pensée radicale de l'être, soit encore que, mettant hors circuit, outre le psychologisme et l'historicisme, toutes les formes concrètes du préjugé anthropologique. On essaie de réinterroger les limites de la pensée et de renouer ainsi avec le projet d'une critique générale de la raison. Peut-être faudrait-il voir le premier effort de ce déracinement de l'anthropologie, à quel sans doute est vouée le pensée contemporaine dans l'expérience de Nietzsche. À travers une critique philologique, à travers une certaine forme de biologisme, Nietzsche a retrouvé le point où l'homme et Dieu s'appartiennent l'un autre, où la mort du second est synonyme de la disparition du premier, et où la promesse du surhomme signifie d'abord et avant tout l'imminence de la mort de l'homme, en quoi Nietzsche nous proposons ce futur à la fois comme échéance et comme tâche, marque le seul à partir duquel la philosophie contemporaine peut recommencer à penser. Il continuera sans doute longtemps à surplomber son cheminement si la découverte du retour est bien la fin de la philosophie, la fin de l'homme, elle, est le retour du commencement de la philosophie. De nos jours, on ne peut plus penser que dans la vie de l'homme disparu, car ce vide ne creuse pas un manque. Il ne prescrit pas une lacune de combler. Il n'est rien de plus, rien de moins que le dépli d'un espace où il est enfin à nouveau possible de penser.
l'anthropologie constitue peut-être la disposition fondamentale qui a conduit la pensée philosophique depuis Kant jusqu'à nous. Cette disposition, elle est essentielle puisqu'elle fait partie de notre histoire. Mais elle est en train de se dissocier sous nos yeux puisque nous commençons à y reconnaître, à y dénoncer sur une mode critique, à la fois l'oubli de l'ouverture qui a la rendu possible et l'obstacle têtu qui s'oppose obstinément à une pensée prochaine, à tous ceux qui veulent encore parler de l'homme, de son règne ou de sa libération, à tous ceux qui posent encore des questions sur ce qu'est l'homme en son essence, à tous ceux qui veulent partir de lui pour avoir accès à la vérité, à tous ceux en revanche qui reconduisant toute connaissance aux vérités de l'homme lui-même, à tous ceux qui ne veulent pas formaliser son anthropologiser, qui ne veulent pas mythologiser, son démystifier, qui ne veulent pas penser son pensée, aussitôt que c'est l'homme qui pense, à toutes ces formes de réflexion gauche et gauchie. On ne peut qu'opposer un rire philosophique, c'est-à-dire pour une certaine part silencieux. Chapter 10, Les sciences humaines, Part 1, le trièdre des savoirs. Le mode d'être de l'homme tel qu'il s'est constitué dans la pensée moderne lui permet de jouer deux rôles. Il est à la fois au fondement de toutes les positivités et présente d'une façon qu'on ne peut même pas dire privilégiée dans l'élément des choses empiriques. Ce fait-il ne s'agit point là de l'essence en général de l'homme, mais purement et simplement de cet a priori historique qui depuis le 19e siècle, certes de sol presque évident à notre pensée, ce fait est sans doute décisif pour le statut à donner aux sciences humaines, à ce corps de connaissance. Mais ce mot même est peut-être trop fort, disons, pour être plus neutre encore, à cet ensemble de discours qui prend pour objet l'homme en ce qu'il a empirique. La première chose à constater, c'est que les sciences humaines n'ont pas reçu en héritage un certain domaine déjà dessiné. Arpenté
peut-être en son ensemble, mais laissé en friche, et qu'elle aurait au portage d'élaborer avec des concepts enfin scientifiques et des méthodes positives. Le XVIIIe siècle ne leur a pas transmis sous le nom d'homme ou de nature humaine un espace circonscrit de l'extérieur, mais encore vide, que leur rôle était ensuite de couvrir, de l'analyser. Le champ épistémologique que parcourant les sciences humaines n'a pas été prescrit à l'avance. Nulle philosophie, nulle option politique ou morale, nulle science empirique, quelle que soit, nulle observation du corps humain, nulle analyse de la sensation, de l'imagination ou des passions n'a jamais, au XVIIe et au XVIIIe siècle, rencontré quelque chose comme l'homme, car l'homme n'existait pas, non plus que la vie, le langage et le travail. Et les sciences humaines ne sont pas apparues lorsque, sous l'effet que quelque rationalisme pressante, que quelques problèmes scientifiques non résolus, de quelque intérêt pratique, on s'est décidé à faire passer l'homme, bon gré, mal gré, et avec plus ou moins de succès. D'à côté des objets scientifiques, au nombre desquels il n'est peut-être pas prouvé encore qu'on puisse absolument le ranger. Ils sont apparus du jour où l'homme s'est constitué dans la culture occidentale à la fois comme ce qu'il faut penser et ce qu'il y a à savoir. Il ne fait pas de doute. Certes que l'émergence historique de chacune des sciences humaines se soit fait à l'occasion d'un problème, d'une exigence, d'un obstacle d'ordre théorique ou pratique. Il a certainement fallu les nouvelles normes que la société industrielle a imposées aux individus pour que, lentement au cours du XIXe siècle, la psychologie se constitue comme science. Il a aussi fallu sans doute les menaces qui, depuis la Révolution, ont pesé sur les équilibres sociaux et sur celui-là même qui avait instauré la bourgeoisie. Pour quoi paraisse une réflexion du type sociologique. Mais si ces références pouvant bien expliquer pourquoi c'est bien en telle circonstance déterminée et pour répondre à telle question précise que ces sciences se sont articulées, leurs possibilités intrinsèques, le fait n'est que, pour la première fois depuis qu'il existe des êtres humains et qui vivent en société, l'homme, isolé ou en groupe, soit
devenu objet de science. Cela ne peut pas être considéré, ne traité comme un phénomène d'opinion. C'est un événement dans l'ordre du savoir. Et cet événement s'est lui-même produit dans une redistribution générale de l'épistème. Lorsque quittant l'espace de la représentation, les êtres vivants se sont logés dans la profondeur spécifique de la vie, les richesses dans la poussée progressive des formes de la production, les mots dans le devenir des langages. Il était bien nécessaire dans ces conditions que la connaissance de l'homme apparaisse. En sa visée scientifique, comme contemporaine et de même graine que la biologie, l'économie et la philologie, si bien qu'on a vu en elle, tout naturellement, un des progrès les plus décisifs faits dans l'histoire de la culture européenne. Par la rationalité empirique, mais puisqu'en même temps la théorie générale de la représentation disparaissait et que s'imposait en retour la nécessité d'interroger l'être de l'homme comme fondement de toutes les positivités. Un déséquilibré ne pouvait pas manquer de se produire. L'homme devinait ce à partir de quoi toute connaissance pouvait être constituée en son évidence immédiate et non problématisée. Il devinait a fortiori ce qui autorise la mise en question de toute connaissance de l'homme, de cette double et inévitable contestation, celle qui forme le perpétuel débat entre les sciences de l'homme et les sciences tout court, les premières ayant la prétention invincible de fonder les secondes, qui sans cesse sont obligés de chercher leur propre fondement, la justification de leur méthode et la purification de leur histoire. Contre le psychologisme, contre le sociologisme, contre l'historicisme, et celles qui font le perpétuel débat entre les philosophies qui objectent aux sciences humaines, la naïveté avec laquelle elles essayent de se fonder elles-mêmes, et ces sciences humaines qui revendiquent comme leur objet propre ce qui aurait constitué jadis le domaine de la philosophie. Mais que toutes ces constatations soient nécessaires, cela ne veut pas dire qu'elles se développent dans l'élément de la pure contradiction. Leur existence, leur inlassable répétition depuis d'un siècle n'indiquant pas la permanence d'un problème indéfiniment ouvert, et renvoyant à une disposition épistémologique précise et fort bien déterminée dans l'histoire, à l'époque classique. Depuis le projet d'une analyse de la représentation jusqu'au thème de la Matisse universalis, le champ du savoir était parfaitement homogène. Toute connaissance, quelle fût
procédez aux mises en ordre par l'établissement des différences et définissez les différences par l'instauration d'un ordre. Ceci était vrai pour les mathématiques, vrai aussi pour les taxonomies en sens large et les sciences de la nature, mais vrai également pour toutes ces connaissances approximatives, imparfaites et pour une grande part spontanées qui sont à l'œuvre dans la construction du moindre discours ou dans le processus quotidien de l'échange. C'était vrai enfin pour la pensée philosophique et ses longues chaînes ordonnées que les idéologues. Non moins que Descartes ou Spinoza, mais sur un autre mode, ont voulu établir pour mener nécessairement des idées les plus simples et les plus évidentes jusqu'aux vérités les plus composées. Mais à partir du XIXe siècle, le champ épistémologique se morcelle, ou plutôt il éclate dans des directions différentes. On échappe difficilement au prestige des classifications et des hiérarchies linéaires à la manière de Comte. Mais chercher à aligner tous les savoirs modernes à partir des mathématiques, c'est soumettre au seul point de vue de l'objectivité de la connaissance, la question de la positivité des savoirs, de leur mode d'être, de leur enracinement dans ces conditions de possibilité qui leur donnent, dans l'histoire, à la fois leur objet et leur forme interrogés à ce niveau archéologique. Le champ de l'épistème moderne ne s'ordonne pas à l'idéal d'une mathématisation parfaite, et il ne déroule pas à partir de la pureté formelle une longue suite de connaissances descendant de plus en plus chargées d'empiricité. Il faut plutôt se représenter le domaine de l'épistème moderne comme un espace volumineux et ouvert selon 3 dimensions. Sur l'une d'entre elles, on situerait les sciences mathématiques et physiques, pour lesquelles l'ordre est toujours un enchaînement déductif et linéaire de propositions évidentes ou vérifiées. Il y aurait, dans une autre dimension, des sciences comme celle du langage, de la vie, de la production et de la distribution des richesses, qui procédent à la mise en rapport d'éléments discontinus mais analogues, si bien qu'elles peuvent établir entre eux des relations causales et des constantes de structure. Ces deux premières dimensions définissant entre elles une plane commune, celui qui peut apparaître selon le sens dans lequel on l'a le parcours comme champ d'application des mathématiques à ces sciences empiriques ou domaine de mathématisable dans la linguistique, la biologie et l'économie. Quant
à la troisième dimension, ce serait celle de la réflexion philosophique qui se développe comme pensée d'eux-mêmes, avec la dimension de la linguistique, de la biologie et de l'économie. Elle dessine une plaine commune, la pouvant apparaître, et sont en effet apparues les diverses philosophies de la vie, de l'homme aliéné, des formes symboliques. Lorsqu'on transpose à philosophie les concepts et les problèmes qui sont nés dans différents domaines empiriques. Mais là aussi sont apparus, si on interroge d'un point de vue radicalement philosophique le fondement de ces empiricités, les ontologies régionales qui essayent de définir ce que sont en leur être propre la vie, le travail et le langage. Enfin, la dimension philosophique définie avec celle des disciplines mathématiques une plaine commune, celui de la formalisation de la pensée.